Mon jeune frère a ricané en voyant ma fille de 7 ans ouvrir une boîte contenant une poupée cassée. Il a dit, logique, des cadeaux pour les enfants pauvres. Pendant ce temps, ses cousins déchiraient des boîtes coûteuses. Ma mère a gloussé, c'est ce que méritent les enfants qui ne sont pas assez bien. J'ai rassemblé tous les cadeaux de mon coffre, les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, à partir de maintenant, vous ne recevrez plus rien de ma part. La pièce est devenue silencieuse. Jusqu'à ce que mon frère hurle. Je m'appelle Chloé Martin, et ce qui s'est passé à Pâques l'année dernière brûle encore dans ma mémoire. Mon jeune frère, Julien, a souri avec mépris et l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende lorsque ma fille de 7 ans, Léa, a déballé son panier de Pâques. À l'intérieur se trouvait une vieille poupée bon marché à qui il manquait un bras, aux cheveux emmêlés et à la peinture délavée. Il s'est penché en arrière et a annoncé, c'est exactement le genre de cadeau pour les enfants pauvres. Pendant ce temps, ces 5 enfants déchiraient des boîtes brillantes remplies d'appareils électroniques neufs, de casques sans fil, de vêtements de marque, et de jouets haut de gamme qui coûtaient probablement plus cher que le paiement mensuel de ma voiture. Ma mère, Martine, a même gloussé et ajouté, ça convient à ceux qui ne sont pas assez bien. Le brunch de Pâques chez mes parents en banlieue lyonnaise était censé être joyeux. La table extérieure était chargée de jambon, de salade de fruits, de petits pains chauds et de fleurs de printemps. Notre famille avait toujours convenu de remplir des paniers de Pâques, non seulement pour les enfants, mais aussi avec de petits cadeaux pour les adultes afin de rendre la journée spéciale pour tout le monde. Léa était assise là tranquillement, la tête baissée, agrippant l'ourlet de ma robe, s'efforçant de ne pas montrer sa déception. À cet instant, j'ai réalisé que ce n'était pas un oubli. C'était un manque de respect délibéré. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis levé, je suis allé directement à ma voiture, j'ai pris la pile de cadeaux personnalisés et soigneusement choisis que j'avais passé des semaines à préparer pour tout le monde, je les ai claqués sur la table, je les ai tous regardés droit dans les yeux, et j'ai dit calmement mais fermement, à partir de maintenant, aucun de vous ne recevra plus jamais rien de ma part. Toute la cour est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont figées en l'air. Puis Julien a explosé, hurlant à plein poumon. Si vous avez déjà vu votre propre enfant être traité comme un second choix alors que tous les autres sont gâtés, surtout par votre propre famille, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et restez à l'écoute. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. La brise printanière s'est légèrement levée, faisant bruire les serviettes sur la table, mais personne n'a bougé pour les remettre en place. Je pouvais sentir le poids de chaque regard sur moi, attendant la suite. Je n'ai pas hésité. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers le coin de la terrasse où j'avais placé le grand sac en toile plus tôt ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient tous les cadeaux que j'avais passé des semaines à choisir, chacun emballé avec soin, étiqueté avec des notes manuscrites, sélectionnées spécifiquement pour la personne qui le recevrait. Pour mes neveux et nièces, j'avais choisi des livres qu'ils avaient mentionné vouloir, le dernier tome de leur série préférée, ainsi que de petits accessoires comme des marque-pages et des liseuses, car je savais à quel point ils aimaient lire avant de dormir. Pour Martine, j'avais trouvé un ensemble d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable de haute qualité qu'elle avait admiré en ligne des mois auparavant, des pièces qu'elle disait ne jamais pouvoir se permettre d'acheter. Pour Denis, une boîte à outils complète avec la marque exacte de clés et de tournevis dont il se plaignait toujours qu'il manquait à son ancien ensemble. Et pour Julien, un portefeuille en cuir de première qualité avec ses initiales gravées en relief, quelque chose de pratique mais attentionné qui, je pensais, pourrait l'aider à se sentir un peu plus organisé. J'ai soulevé le sac et l'ai ramené au centre de la table. Sans un mot, j'ai commencé à replacer chaque paquet emballé dans le sac, un par un, délibérément et calmement. Le froissement du papier fut le seul son pendant plusieurs longues secondes. Julien a craqué le premier. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas tout reprendre comme ça. » Je n'ai pas levé les yeux. Je les ramène à la maison. Ils n'ont plus leur place ici. La voix de Martine s'est élevée, aiguë et incrédule. « Chloé, c'est ridicule. Tu te comportes comme une enfant qui fait un caprice. Ces cadeaux sont pour la famille. » Il l'était, ai-je dit d'un ton égal, en fermant la fermeture éclair du sac. Jusqu'à aujourd'hui. Denis a finalement parlé, son ton bas et mesuré. « Tu n'es pas obligé de faire ça. On peut en parler plus tard. » Je me suis alors tourné vers lui, croisant son regard pour la première fois depuis le début du brunch. Nous avons beaucoup parlé au fil des ans. Parler n'a rien changé.
J'ai jeté le sac sur mon épaule et j'ai fait un pas vers l'allée. C'est alors que Julien s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment contre les pierres de la terrasse. Tu pars sérieusement avec tout ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je me suis arrêté et me suis retourné. Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme quoi, Julien? Dis-moi une seule fois où tu m'as aidé sans attendre quelque chose en retour. Une seule fois où tu as payé une facture, gardé Léa quand je travaillais tard, ou même juste appelé pour prendre de nos nouvelles quand les choses étaient difficiles. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence était une réponse suffisante. Martine s'est avancée, les mains jointes devant elle comme si elle essayait de préserver l'instant. Tu fais du mal aux enfants avec ça. Ils étaient si excités de voir ce que tu avais apporté. Tu les punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Je les regardais fixement. Les enfants étaient excités parce qu'ils savaient qu'ils auraient quelque chose de bien. Léa était excitée aussi, jusqu'à ce qu'elle ouvre son panier et voit ce que vous pensiez qu'elle méritait. Où était la préoccupation pour ses sentiments? Puis Julien a croisé les bras. Elle a 7 ans. Elle s'en remettra. Les enfants se remettent vite. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix égale. Elle a 7 ans, et elle vient d'apprendre que dans cette famille, certains enfants sont célébrés tandis que d'autres sont ignorés. Ce n'est pas quelque chose dont elle va simplement se remettre. Pas quand ça vient des personnes qui sont censées l'aimer le plus. J'ai ajusté le sac sur mon épaule. J'ai passé des années à m'assurer que vos enfants ne se sentent jamais comme ça. J'ai payé pour leurs activités, leurs fournitures scolaires, leurs vêtements quand les temps étaient durs. Je l'ai fait parce que je croyais que la famille prend soin de la famille. Mais aujourd'hui, je vous ai tous vu décider que ma fille ne méritait pas la même considération. Le visage de Martine s'est durci. Tu déformes tout. Nous aimons Léa. Nous pensions juste. Que vous pensiez qu'une poupée cassée lui convenait, ai-je terminé, tout en utilisant mon argent pour acheter le meilleur pour tous les autres. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. J'ai fait un autre pas vers la voiture. Julien s'est déplacé pour bloquer le passage, pas de manière agressive, mais suffisamment pour faire comprendre qu'il n'était pas prêt à laisser cela se terminer. Tu fais une scène, a-t-il dit. Tout le monde regarde. Pense à l'image que ça donne. J'ai regardé au-delà de lui vers la table, les assiettes à moitié mangées, les fleurs fanées, les enfants qui s'étaient tus, sentant le changement dans l'air. L'image que ça donne? Ai-je répété. Ça donne l'image de quelqu'un qui a enfin dit non. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça aurait dû être fait depuis longtemps. Je n'ai pas attendu de réponse. Je l'ai contourné et me suis dirigé vers l'allée. Derrière moi, j'ai entendu Martine marmonner quelque chose sur l'ingratitude. Julien a juré à voix basse, mais je ne me suis pas retourné. Le soleil était encore vif, le ciel clair, mais la chaleur de la journée semblait lointaine maintenant. J'ai atteint ma voiture, j'ai ouvert le coffre et j'ai placé le sac à l'intérieur avec soin. Puis je l'ai refermé, je me suis mis au volant et j'ai démarré le moteur. En sortant de l'allée, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La table était toujours là, la famille toujours figée sur place, me regardant partir. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais plus en colère non plus. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme, de plus définitif, le soulagement. Parce que pour la première fois depuis des années, j'avais choisi la dignité de ma fille plutôt que le confort de tous les autres. Et je n'allais pas revenir en arrière. Le trajet du retour a semblé plus long que d'habitude. Le soleil descendait bas, projetant de longues ombres sur les rues tranquilles de la banlieue. Léa était assise sur la banquette arrière, ses petites mains serrées autour de la poupée cassée. Elle n'avait pas dit un mot depuis notre départ. De temps en temps, je regardais dans le rétroviseur et la voyais fixer la fenêtre, le jouet pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Lorsque nous nous sommes garés dans l'allée de notre petite maison, la lumière du Porsche était déjà allumée. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise un moment, les clés toujours à la main. Le silence était différent ici. Propre, sans le poids des attentes. Allez, ma chérie. Rentrons. Léa a hoché la tête sans me regarder et m'a suivi sur les marches. Une fois dans le salon, elle s'est recroquevillée sur le canapé avec la poupée sur ses genoux. J'ai allumé une lampe, puis je suis allé à la cuisine pour lui chercher un verre d'eau. Quand je suis revenu,
Elle était toujours dans la même position, les yeux fixés sur le jouet. Je me suis assise à côté d'elle pendant un moment, sans parler. Puis j'ai attrapé mon téléphone sur la table basse. L'application bancaire s'est chargée rapidement. J'ai accédé au compte que je partageais avec Julien, la carte supplémentaire à laquelle j'avais ajouté son nom il y a des années pour les urgences. Elle ne devait être utilisée que si quelqu'un avait besoin d'une aide immédiate ou une facture d'hôpital, une voiture en panne, quelque chose de grave, jamais pour les dépenses quotidiennes. C'était l'accord. La liste des transactions est apparue. J'ai fait défiler lentement. Le premier débit provenait d'un magasin d'électronique, 750 € pour une tablette. Puis 230 € pour des casques sans fil. Un site de bijoux indiquait 380 € pour un ensemble de bracelets pour enfants. 320 € de plus chez un détaillant de jouets, un magasin de vêtements à 480 €. La liste continuait. Plus de 2800 € en une semaine. Chaque achat correspondait au cadeau que ses enfants avaient ouvert ce matin-là. Pas une seule notification, pas un seul message demandant si c'était d'accord. Pas un seul appel pour vérifier le solde ou expliquer. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Pas de la colère, exactement, mais une sorte de clarté. J'ai appuyé sur les détails de la carte. L'option « Bloquer la carte » est apparue. Je l'ai sélectionnée. L'écran s'est actualisé et le statut de la carte est passé à « Inactive ». Puis j'ai appelé la banque. Le système automatisé m'a dirigé vers un représentant après une courte attente. J'ai expliqué la situation calmement, utilisation non autorisée au-delà de l'objectif convenu, des frais qui dépassaient tout besoin d'urgence. La femme au téléphone était professionnelle, a demandé des détails de vérification, puis a tout noté dans le système. Nous pouvons signaler ces transactions pour examen, a-t-elle dit. Comme il s'agit d'une carte supplémentaire rattachée à votre compte principal, vous avez toute autorité pour restreindre l'accès. Les frais seront retenus en attendant l'enquête, mais la carte est maintenant bloquée. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai tapé un bref enregistrement interne, date, dimanche de Pâques. Examen de l'activité de la carte supplémentaire. Découverte de frais totalisant plus de 2800 € utilisés pour des achats non urgents, électroniques, bijoux, jouets, sans approbation ni notification préalable. Carte bloquée immédiatement. Appel à la banque pour confirmer la restriction et demander un examen pour une éventuelle utilisation abusive. L'accord était pour les urgences uniquement. Aucun accès supplémentaire autorisé. J'ai sauvegardé la note et joint des captures d'écran des transactions. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur. Léa avait légèrement bougé, posant sa tête sur l'accoudoir du canapé. La poupée cassée gisait à côté d'elle, un œil en plastique fixant le plafond. J'ai posé le téléphone et les regardé. Elle n'avait pas beaucoup bougé, mais elle ne pleurait pas. Elle était simplement immobile. Je me suis approché et me suis assise par terre devant elle. « Ça va, mon bébé ?» Elle a hoché la tête une fois, un petit signe. « Ça va, maman. » La poupée est toujours mignonne. J'ai tendu la main et j'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. « On t'en achètera une nouvelle. Une très belle. Mais pour l'instant, tu as raison. Elle est toujours mignonne parce que c'est toi qui la tiens. » Elle a esquissé un petit sourire, puis a recommencé à fixer la poupée. Je suis resté là par terre un moment, la regardant respirer régulièrement. La colère que j'attendais n'est pas venue. À la place, il y avait quelque chose de plus constant, de la détermination. Je leur avais donné accès parce que je leur faisais confiance pour respecter les limites. Ils ne l'avaient pas fait. Maintenant, ces limites avaient disparu pour de bon. Je me suis levé, j'ai éteint la lampe et j'ai guidé Léa vers sa chambre. Elle a mis son pyjama sans se plaindre, est montée dans son lit et a tiré les couvertures. Je lui ai embrassé le front. « Dors bien », ai-je murmuré. Elle a fermé les yeux. « Bonne nuit, maman. » J'ai laissé la porte entr'ouverte et je suis retourné dans le salon. Le téléphone était toujours sur la table, l'écran sombre. Je l'ai pris une dernière fois et j'ai rouvert l'application bancaire. La carte était toujours bloquée. Les frais étaient toujours listés. J'ai verrouillé l'application,
mit le téléphone en silencieux et les posait face contre table. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'équilibre changer. Pas vers la vengeance, mais vers la liberté. La sonnette a retenti à 20 heures. J'étais dans la cuisine en train de rincer le verre de Léa quand le son a percé le silence de la maison. Aigu, insistant. 2 sonneries, puis une pause, puis 3 autres. Je me suis séché les mains et je me suis dirigé vers la porte d'entrée, sachant déjà de qui il s'agissait. À travers le Judas, je les ai vus tous les deux, Julien et Martine, debout sur le porche. Ils portaient toujours les mêmes vêtements que pour le brunch, la chemise de Julien légèrement froissée, le gilet léger de Martine mal boutonné. Leur visage était tendu, éclairé par la lumière du porche. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Julien a parlé le premier, sa voix basse mais urgente. Il faut qu'on parle. Maintenant. Martine se tenait derrière lui, les bras croisés, les yeux fixés sur moi. J'ai gardé la main sur le cadre de la porte. Léa dort. Parlez moins fort. Ils m'ont suivi dans le salon. Je ne leur ai pas offert de siège. Ils sont restés debout de toute façon. Julien a commencé à faire les 100 pas en un petit cercle près du canapé. La carte est bloquée. Les magasins appellent. Ils disent que les achats sont en attente. Si on ne règle pas ça ce soir, ils vont tout annuler. Les enfants perdront leurs cadeaux, a ajouté rapidement Martine, son ton sec. Ils les ont déjà ouverts. Certains ont posté des photos en ligne. Si les magasins les reprennent, tout le monde le verra. Toute la famille saura ce qui s'est passé. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Vous avez utilisé la carte sans demander pour des choses non urgentes. C'est pour ça qu'elle est bloquée. Julien a arrêté de faire les 100 pas et m'a fait face. C'était pour les enfants, pour Pâques. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Tu as toujours aidé avant. Aider ? Ai-je répété. C'est comme ça que vous appelez ça ? Martine s'est approchée, sa voix baissant à ce ton froid et mesuré qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Tu abandonnes ton frère, tes nièces et tes neveux. Quelle sorte de personne fait ça ? Que penseront les gens quand ils apprendront que tu les as coupés des vivres pour un malentendu ? Julien a hoché la tête. La famille va parler. Les cousins, les tantes, tout le monde. Ils diront que tu nous as tourné le dos. Aux enfants. Comment sommes-nous censés expliquer ça ? Je les ai regardés l'un après l'autre. Vous vous inquiétez de ce que les gens vont penser. Pas de ce que vous avez fait. La mâchoire de Julien s'est crispée. Nous avons fait ce qu'il fallait pour nos enfants. Tu ne comprendrais pas. Tu n'en as qu'une. Les mots ont atterri comme une gifle, mais je n'ai pas bronché. J'en ai une, et je m'assure qu'elle sache qu'elle vaut plus qu'un jouet d'occasion pendant que tous les autres reçoivent des choses neuves payées avec mon argent. Martine a secoué la tête lentement. Tu dramatises. La carte était là pour la famille. Tu nous l'as donnée. Maintenant tu nous punis pour l'avoir utilisée. Je l'ai donnée pour les urgences, ai-je dit. Pas pour des virées shopping. Il y a une différence. Julien s'est frotté la nuque. Écoute, appelle juste la banque. Dis-leur que c'était une erreur. Débloque-la. On te remboursera plus tard. On le fait toujours. Vous ne le faites pas toujours, ai-je dit doucement. Vous prenez, puis vous en attendez plus. Les yeux de Martine se sont rétrécis. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, après toutes ces années, tu vas tout jeter à la poubelle à cause d'une seule journée. Une seule journée, ai-je répété. Le jour où vous avez regardé ma fille ouvrir quelque chose de cassé et que vous avez ri. Le jour où vous avez utilisé mon soutien pour vous assurer que vos enfants avaient tout et que la mienne n'avait rien. Ce n'est pas une seule journée. C'est un schéma. Julien a fait un pas en avant. Si tu ne règles pas ça, les enfants perdent leur Pâques. Ils se souviendront que c'est toi qui le leur a enlevé. J'ai croisé son regard. Ils se souviendront que leurs parents ont fait des choix qui ont eu des conséquences. Le silence s'est étiré entre nous. Martine l'a rompu la première, sa voix glaciale. Tu choisis de nous laisser dans le noir, de laisser tes nièces et tes neveux souffrir. Pense à la réputation de ta mère. Que diront les voisins, le groupe de l'église ?
Tout le monde saura que tu as abandonné ton propre sang. Je me suis décollé du mur. La réputation de ma mère n'est pas ma responsabilité. La vôtre non plus. Ni l'opinion du groupe de l'église. Ma responsabilité est juste au bout du couloir, dormant dans son lit, faisant confiance au fait que les personnes qui sont censées l'aimer ne la feront pas se sentir petite. Les épaules de Julien se sont légèrement affaissées. Débloque juste la carte. Un seul appel. C'est tout ce qu'on demande. J'ai secoué la tête une fois. Non. Le visage de Martine s'est durci. Alors tu en as fini avec nous. Complètement fini. Je l'ai regardé fixement. J'en ai fini avec l'aide à sens unique. J'en ai fini de prétendre que c'est normal. J'en ai fini de payer pour votre confort pendant que vous manquez de respect au mien. La voix de Julien s'est brisée. Alors c'est ça? Plus d'aide pour le loyer? Plus de frais de scolarité? Plus de frais de sport? C'est ça, ai-je dit. Plus de frais de scolarité. Plus de loyer. Plus de frais de sport. Plus rien du tout. À partir de maintenant, vous vous occupez de votre propre famille. Je m'occuperai de la mienne. Martine m'a dévisagé comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Julien s'est tourné vers la porte, les épaules basses. Tu fais vraiment ça? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Ils sont sortis. Julien n'a pas regardé en arrière. Martine s'est arrêtée sur le seuil, a ouvert la bouche comme pour dire autre chose, puis l'a refermée. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger déclic. Je suis resté dans l'entrée un long moment, écoutant leurs pas s'estomper dans l'allée, la voiture démarrer, le moteur s'éloigner. La maison était de nouveau silencieuse. J'ai verrouillé la porte d'entrée, éteint la lumière du porche et suis retourné dans le salon. La porte de la chambre de Léa était toujours entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil. Elle dormait, un bras drapé sur la poupée cassée. J'ai fermé la porte doucement. Puis je suis allé sur le canapé, je me suis assise et j'ai poussé un long soupir. Pendant des années, j'avais porté le poids des besoins de tous les autres. Ce soir, je l'ai déposé, et le monde ne s'est pas arrêté. Il est simplement devenu un peu plus léger. 3 semaines se sont écoulées en silence. Pas d'appel, pas de message, pas de courriel. La conversation de groupe que j'avais mise en sourdine il y a longtemps est restée vide. Mon téléphone semblait plus léger sans les notifications constantes. J'ai gardé une routine simple, travail pendant la journée, soirée avec Léa, devoir, dîner, un livre avant de dormir. Elle a posé une question sur la famille une fois, juste une fois, le 2e dimanche. Est-ce que mamie et tonton viennent encore à la maison? Je lui ai dit la vérité, doucement. Pas pour un moment, mon bébé, mais nous allons bien. Elle a hoché la tête et est retournée à son dessin. C'est tout. Le premier vrai signe est venu d'une amie commune qui parlait encore à la femme de Julien. La nouvelle s'est répandue discrètement. Julien avait pris des quarts de nuit à l'entrepôt aux 3 nuits supplémentaires par semaine, de minuit à 8 heures du matin. Il était épuisé, a-t-elle dit. Des cernes sous les yeux, à peine à la maison quand les enfants étaient réveillés. Les heures supplémentaires aidaient à couvrir le loyer, mais c'était serré. Le propriétaire avait déjà envoyé un avis de retard. Puis les activités des enfants se sont arrêtées. Les 2 aînés qui étaient dans la ligue de basket-ball ont été retirés. Les frais étaient de 260 € par mois pour les 2, plus les uniformes et les déplacements. La plus jeune, en cours de danse, 320 € par mois, a arrêté aussi. L'inscription des jumeaux au football a été annulée avant même de commencer, 180 € chacun. Tout a disparu en un mois parce qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Je l'ai appris indirectement. Personne ne m'a contacté directement. Pas d'excuses. Juste le lent délitement. Un mardi soir, j'ai ouvert mes courriels pour trouver un message de Martine. La ligne d'objet était vide. Le corps était long, 2 écrans complets, en interligne simple. Je l'ai lu debout dans la cuisine, le café refroidissant sur le comptoir. Chloé, j'ai essayé de te laisser de l'espace, mais je ne peux plus rester silencieuse. Ce que tu as fait a blessé cette famille d'une manière que tu ne sembles pas comprendre. Tu as bloqué la carte, arrêté tout et tu es parti comme si nous n'étions rien pour toi.
Sais-tu ce que cela signifie pour les petits-enfants? Ils ont perdu leur cadeau de Pâques. Ils ont perdu leur cours. Ils ont perdu leur stabilité. Julien se tue avec des quarts de travail supplémentaires juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Tes nièces et tes neveux demandent pourquoi tante Chloé ne vient plus, pourquoi il n'y a plus d'aide pour l'école ou le sport. Ils sont trop jeunes pour comprendre, mais ils le sentent. Tu dis que c'est une question de respect, mais le respect va dans les deux sens. Tu as toujours eu l'argent, la stabilité, la belle maison. Tu n'as jamais eu à lutter comme nous. Nous pensions que tu aiderais parce que c'est ce que fait la famille. Au lieu de cela, tu as choisi de nous punir tous pour un malentendu. Un panier, une poupée. Tu détruis leur avenir pour un moment d'orgueil. J'ai honte. Honte de la façon dont tu as traité ton propre frère. Honte que ma fille tourne le dos à sa mère et aux enfants qu'il aime. Les voisins posent des questions. Le groupe de l'église chuchote. Tout le monde voit ce que tu as fait. Tu nous as fait passer pour les méchants alors que tout ce que nous faisions, c'était d'essayer de rendre Pâques spécial pour les enfants. Pense aussi à ce que cela fait à Léa. Elle grandit sans cousins, sans grands-parents, sans la famille qu'elle mérite. Tu la prives de cela. Tout ça parce que tu n'as pas pu laisser passer quelque chose de petit. Je t'ai mieux élevé que ça. Je pensais que tu étais plus forte que ça. Mais peut-être que je me trompais. Maman, je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient tranchants, mais ils ne coupaient plus comme avant. Ils étaient simplement là, lourds et familiers. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon dossier de documents, j'ai créé un nouveau sous-dossier appelé « Preuves » et j'y ai sauvegardé le courriel. J'ai pris des captures d'écran du message complet, de l'horodatage, de l'adresse de l'expéditeur. Puis je l'ai transféré à mon courriel de sauvegarde personnel. Après cela, je suis allé dans mes contacts. J'ai bloqué l'adresse de courriel de Martine, puis celle de Julien, puis celle de la famille partagée qu'ils utilisaient parfois. Une par une, jusqu'à ce que la liste soit vide. Ma boîte de réception semblait plus propre. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dans la chambre de Léa. Elle dormait déjà, la nouvelle poupée, celle que je lui avais achetée le week-end après Pâques, nichée sous son bras. La poupée cassée était maintenant sur l'étagère, un rappel silencieux. J'ai éteint sa lumière et fermé la porte. De retour dans le salon, je me suis assise sur le canapé avec les lumières tamisées. La maison était calme. Dehors, une voiture passait lentement dans la rue. La lumière du Porsche de quelqu'un s'est allumée en vacillant. J'ai pensé aux 3 semaines, au dîner tranquille, aux soirées sans le drame familial habituel, à l'espace où la culpabilité vivait autrefois. Ce n'était pas parfait. Il y avait des moments où je me demandais si j'étais allé trop loin. Des moments où Léa regardait les photos de famille sur le réfrigérateur et ne posait pas de questions. Des moments où les bons moments me manquaient, les vacances avant la tension, les petits rires. Mais ces moments passaient parce que chaque fois que je regardais ma fille, je la voyais sourire à nouveau. Je la voyais rire sans hésitation. Je la voyais ouvrir des cadeaux sans redouter la déception. Et cela valait plus que n'importe quel chèque de loyer ou paiement de frais de scolarité. J'avais cessé de payer pour leur confort. Maintenant, je payais pour le nôtre. Et pour la première fois depuis des années, l'équilibre semblait juste. Le Pâques suivant est arrivé tranquillement. Pas de grands projets familiaux, pas de table bondée, juste nous deux. Je me suis levé tôt et j'ai commencé dans la cuisine. J'ai fait rôtir un petit jambon, je l'ai glacé avec du miel et de la moutarde comme Léa aime. J'ai coupé des fruits frais pour une salade simple, des fraises, des myrtilles, un peu de menthe du pot sur le rebord de la fenêtre. J'ai fait des petits pains maison, ceux qui remplissent la maison d'une odeur de levure chaude. Sur la table, j'ai placé un petit vase de fleurs de printemps que j'avais cueillies dans le jardin, des jonquilles et des tulipes, jaunes vifs et roses. Léa est descendue en pyjama, les cheveux en désordre après sa nuit. Elle s'est frotté les yeux et a souri en voyant la table. « C'est déjà Pâques ?» « Oui, ai-je dit. Et c'est le nôtre. » Nous avons mangé lentement. Elle m'a raconté un rêve qu'elle avait fait, quelque chose à propos d'un lapin qui cachait des œufs dans les nuages. J'ai écouté et j'ai ri au bon moment. Pas de précipitation, pas d'attente. Après le petit déjeuner, nous sommes allés dans le jardin. J'avais caché une douzaine d'œufs en plastique la nuit précédente,
certains remplis de bonbons, d'autres de petits mots, un avec un petit porte-clés qu'elle voulait. Je lui ai donné un panier doublé de papier d'herbe verte. Prête? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Partez. Elle a couru à travers l'herbe, riant à chaque fois qu'elle en trouvait un. Je l'ai suivie, faisant semblant d'aider mais la laissant tous les découvrir. Lorsque le dernier œuf fut dans le panier, elle s'est assise sur les marches de la terrasse et les a ouverts un par un. Les bonbons sont allés directement dans sa bouche. Les mots l'ont fait glousser. Le porte-clés, elle l'a immédiatement attaché à son sac à dos. Puis je lui ai donné le vrai cadeau, celui que j'avais emballé séparément. Elle a déchiré le papier avec soin. À l'intérieur se trouvait la nouvelle poupée, des cheveux doux, des yeux brillants, des bras et des jambes complets, une robe avec de minuscules fleurs. Elle ne ressemblait en rien à l'ancienne. Elle ressemblait à quelque chose fait pour elle. Son visage s'est illuminé. Maman, elle est magnifique. Elle est à toi, ai-je dit. Pas de pièces manquantes, pas de vieilles peintures. Juste neuve. Elle a serré la poupée fort contre elle, puis m'a serré dans ses bras. C'est le meilleur pack de tous les temps. Pourquoi? Ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, sérieuse un instant. Parce que personne ne m'a rendu triste. Il n'y a que nous, et nous sommes heureuses. Je l'ai serrée contre moi. C'est tout ce que je voulais. Nous avons passé le reste de la journée dehors. Elle a joué avec la poupée sur l'herbe. Je me suis assise sur les marches avec une tasse de café, la regardant. Le soleil était chaud. Le quartier était calme. Des oiseaux se déplaçaient dans les arbres. Dans l'après-midi, nous sommes allés nous promener dans le quartier. Elle me tenait la main, la nouvelle poupée nichée sous son bras. Les voisins nous ont salués. Nous leur avons répondu. Personne n'a posé de questions. Personne n'en avait besoin. Quand nous sommes rentrés, elle a arrangé ses œufs sur le rebord de la fenêtre comme une petite exposition. La poupée cassée de l'année dernière est restée sur son étagère, intacte mais pas jetée. Elle était juste là, une partie silencieuse du passé. Ce soir-là, après qu'elle fût au lit, je me suis assise dans le salon avec les lumières tamisées. La maison semblait pleine d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Pas bondée, juste assez. J'ai pensé à l'année qui s'était écoulée, au silence après ce brunch de Pâques, aux conséquences qui ont suivi, à l'espace qui s'est ouvert lorsque j'ai cessé de porter le poids de tous les autres. L'ancienne routine ne me manquait pas. La culpabilité ne me manquait pas. Le don à sens unique ne me manquait pas. Ce que j'avais maintenant, c'était la paix. Une paix réelle. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de respect. C'est une question d'amour sans condition. C'est s'assurer que les personnes qui vous sont les plus chères se sentent valorisées, et pas seulement tolérées. Quand quelqu'un utilise votre gentillesse pour blesser la seule personne qui compte plus que tout, la réponse n'est pas de continuer à donner. La réponse est d'arrêter. Établir des limites n'est pas cruel. C'est de la protection. C'est choisir la valeur de votre enfant plutôt que le confort de tous les autres. Et je ne regretterai jamais d'avoir fait ce choix. Léa grandit en sachant qu'elle est suffisante. Elle est aimée. Elle est vue. C'est le seul héritage qui compte. J'ai éteint la lampe et